Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Il y avait un pote en trop. Qui est là? C'est moi, bien évidemment. Bonjour Bassem. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Bassem. De base, je me baladais, puis après, j'ai vu des gens avec des micros. Je me suis dit pourquoi pas m'incruster. Bassem est notre pote. Et Bassem, Ouais. tu es le rédacteur en chef d'un journal. Ouais, je suis donc rédacteur en chef du journal que dirigeait Owen il y a fort longtemps. Voilà. C'est-à-dire littéralement il y a 2 ans. Qui est du coup le 7ème, qui est la revue de l'université, donc Université Paris-Cité. J'étais chez Fred. Fred, il m'a dit t'es chaud, tu t'incrustes? J'ai dit oui. Et voilà. Puis je me suis dit que comme qu'il a un avis sur Mégalopolis, je crois, je trouvais ça intéressant de l'inviter. Voilà. On tease. Hein. Je vous préviens d'avance, dans cet épisode, la team DCP va se déchirer. Il y aura des cris, des insultes, des pleurs, des trahisons, puisqu'on va parler du dernier film de Francis Ford Coppola, qui s'appelle Mégalopolis, et qu'il fallait voir Jérém et moi quand on est sortis de la salle. Il y a une place qui va se libérer à l'appart, je vous le dis moi. Ce sera le gros film de cet épisode. Donc en rattrapage, il y aura aussi le film iranien qui déchaîne les passions, Les graines du figuier sauvage. Il y aura Speak No Evil, Kill, je crois qu'on a fait le tour. Je peux glisser Tatami en comparaison avec les graines du figuier sauvage aussi. Hein. En deux spi, fais-toi marche plaisir. avec. Puisque le 3e trimestre touche à sa fin, Jérém va analyser les chiffres de cette partie de l'année. Je vous ferai jouer avec les caméos les plus improbables du cinéma. Et Fred va de nouveau bien nous faire rire, avec un film qu'il a déterré des tréfonds de son enfance torturée. Il est encore nul. Non, sérieusement. Mais c'est pas le plus important. Et comme d'habitude, nous conclurons l'épisode sur le Joker, qui cette fois-ci est entre les mains de Julien. Mais une fois n'est pas coutume, on commence toujours cet épisode par les actus qui nous ont marqués. Et tiens, j'ai Bassem, Oui. c'est toi qui vas commencer. Quelle actu t'as marqué en particulier? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué là récemment, mais si je devais parler d'un film en particulier, ce serait peut-être la Director's Cut de Napoléon de Ridley Scott. J'ai une grosse passion pour Ridley Scott. On n'a pas aimé le film ici. Ah, mais je sais, mais même moi, j'étais très mitigé par rapport au rendu final. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trous, je trouvais que ça manquait de développement, même si je trouve que c'est l'un des films visuellement les plus intéressants de Ridley Scott, depuis des films comme Prometheus ou Covenant. Et la Director's Cut est sortie, et donc 3h30, aussi long que Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Et franchement, c'est un autre film que j'ai eu sous mes yeux. Là où le premier film était un peu une comédie burlesque sur Napoléon, là on a vraiment un film totalement dramatique sur la relation entre Napoléon et Joséphine. Napoléon est vraiment montré comme une sorte de personne qui en gros cherche un idéal et cherche à travers ses différentes conquêtes, puisqu'il n'a pas réussi à vivre la conquête de sa vie, qui est du coup celle de Joséphine. Joséphine est vraiment montrée comme un personnage mélancolique, et je trouvais vraiment que c'était le ton que devait avoir le film de base. Et bon, vu que le film a été charcuté pour la version cinéma, là on a vraiment la version de Ridley Scott beaucoup plus noble et beaucoup plus belle. Ça donnerait presque envie, t'es le deuxième personne à me dire ça. Donc peut-être une deuxième chance. Fred? Moi, j'ai vu une petite info passer ces derniers jours pour le prochain film de Danny Boyle, la suite de 28 jours plus Oui. tard et 28 semaines plus tard, c'est Bah ça? là c'est 28 ans Donc là, plus c'est tard. 28 ans plus tard. Donc déjà, on a le retour de Cillian Murphy, parce qu'il n'était pas dans le deuxième film, je crois, avec plein de nouveaux guests comme Aaron Tyler Johnson. Mais la petite info qui est très intéressante, c'est que le film est tourné intégralement avec l'iPhone 15 Pro Max. Alors, c'est pas une première, il y a eu plein de films qui ont fait ça. Vous avez par exemple Paranoia de Soderbergh. Vous avez Tangerine de Sean Baker qui ont aussi été tourné à l'iPhone à l'époque. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Bon, voilà, ça reste un film tourné à l'iPhone, mais avec plein de... Comment dire ? C'est pas juste tourné qu'un iPhone, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur un film à 75 millions de dollars de budget. Donc il y a quand même plein d'objectifs, plein de matos d'une grosse production. Et donc hâte de voir ce que ça donne. Moi j'avais adoré 28 jours plus tard, j'ai pas vu 28 semaines, Non plus. mais voilà, hâte de voir ce film. Jérém? Bah ça y est, c'est officiel. C'est Emilia Pérez qui représentera la France aux Oscars lors de la prochaine édition. Pour rappel, il a été sélectionné face à All We Imagine As Light, Miséricorde et Le Comte de Monte Cristo, et pour ce dernier, le distributeur américain Samuel Goldwyn Films a donc contre-attaqué entre guillemets en le proposant dans toutes les catégories. Donc maintenant, est-ce que Emilia Pérez aura sa chance pour être dans les 5 nommés? Bon, l'avenir nous le dira. Et rappelons que la dernière fois qu'un film français a fait partie des 5 nommés, c'était avec Les Misérables de Ladji lors de la cérémonie de 2020, donc ça faisait 5 ans. Julien? Je vais vous parler de Martin Scorsese. Encore? Pour changer. Non, on a appris une très mauvaise nouvelle, c'est que Martin Scorsese avait 2 projets en cours actuellement, dont le tournage aurait dû commencer en fin d'année. Donc il y avait Life of Jesus, donc encore un film de Scorsese sur Jésus, pour changer. Non, il en a fait qu'un seul, mais... Et il y avait un autre film, c'était un biopic sur Frank Sinatra. Et les deux devaient commencer leur tournage parallèlement, et les films ont été reportés pour une durée indéterminée pour le moment.
Voilà. Après, pour rappel, il y a encore un troisième projet sur lequel Scorsese est en cours. C'est sur le film Les Naufragés du Vagueur. Et c'est par le même auteur que Killer of the Flower Moon. Ils ont donné une raison pour le repousse. Non, il n'y a pas eu de raison. L'info est tombée hier, il me semble. Donc Il y on a sait eu même de pas raison. si c'est un truc de santé. Non, on ne sait pas. Ok. On ne sait pas du tout. Petite panique chez la sphère cinéma pour le moment. Ah ouais, quand même. Voilà. Moi, c'est un truc un peu plus con. En soi, la semaine prochaine, il y a... Enfin, même si vous écoutez le lundi de la sortie de l'émission, dans 2 jours, il y a le Joker 2 qui sort, Folie à 2. En vrai, c'est logique, mais je trouve ça rigolo. C'est Lady Gaga qui a sorti un album qui s'appelle Harlequin. Et il y a déjà un single qui est sorti qui s'appelle The Joker. Donc c'est vraiment genre... C'est limite un album concept sur un film. Et en fait, je trouve ça vachement drôle comme forme de projet d'avoir un film et un album de musique qui sortent conjointement avec la chanteuse qui joue. En tout cas, l'album de Lady Gaga... je sais pas, je l'écouterai, mais curieux. Bah, sinon, moi personnellement, ça me fait penser à un film que tu dois beaucoup apprécier, Owen. Un film album qui après a été adapté en film, Ah bah ouais, The Wall. bien sûr. Mais là, Même c'est par cœur. vraiment genre l'album. De toute façon, on sait que Joker 2 ce sera un film musical. Mm. Ah non, Lady Gaga dit que non. Ouais, mon cul. Non, mais ouais. à un moment donné, faut qu'ils accordent leur violon parce que là. Non, mais ils le disent pour pas faire fuir les gens, mais les gens, quand ils vont entrer dans la salle, ils vont comprendre. Genre, c'est comme Emilia Pérez avec Jacques Audiard qui dit non, c'est pas un film musical, non, c'est pas une comédie musicale. Bah si, nous prenez pas pour des cons. Bref, ça fait 13 ans que Coppola n'avait pas réalisé un film. Et il faut dire que Megalopolis, c'est un projet qui traîne depuis les années 80. Alors, avant de mourir, il a décidé d'investir son propre argent personnel pour produire ce qui sera probablement son dernier film. Il a été le sujet de toutes les passions à la dernière édition de Cannes. Et il va être le sujet de toutes les passions chez DCP. Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Non, non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus. Ne laissons pas le présent détruire l'avenir. Oh la gueule que vous tirez, les gars! Moi, je le smile. Hein. Alors, il y a une raison pour laquelle Bassem est parmi nous. Bassem a eu la chance de voir le film avant nous, Ouais. et il est venu me voir et il m'a dit que c'était... L'une des plus grandes œuvres de l'histoire de l'humanité. Et moi, pour le coup, j'étais un peu genre, ok, voyons. Et j'étais très curieux en allant voir le film. Je suis allé voir avec Jérém, et Jérém, en sortant du film, il a dit... C'est une immense merde, putain! C'est un chef-d'œuvre. Bassem, je suis 100% d'accord avec toi. Check, frère. Petit chèque. Sinon, Julien, Fred, qu'est-ce que vous en dites? Je voulais pas te blesser tout à l'heure, Bassem. Quand on était sur le chemin de DCP. Je me suis un peu endormi en fait. En fait, je me suis un peu endormi devant le film. Je crois que j'ai loupé un peu. Mais genre vite fait. J'ai pas trop aimé le film. J'ai pas aimé. J'aimerais l'aimer. J'aimerais comprendre pourquoi vous l'aimez. Je suis très curieux. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Nous avons des arguments. Oh, Julien. J'ai pas été dans le film. Non, mais j'ai hâte aussi d'entendre ce que vous avez à dire parce que je comprends pas les critiques, les gens qui s'extasient sur ce film. En fait, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas écrit Coppola sur la fiche de ce film, sur le générique de ce film, soit le film serait tombé dans l'oubli, Soit il serait jamais sorti il tout serait- court. il serait jamais sorti, se serait fait allumer parce que là, je ne comprends pas ce qu'il y a de positif dans ce film. Donc, je suis très curieux d'entendre vos avis. J'ai beau être virulent dans la façon dont j'ai crié, etc. Pareil, je veux entendre les arguments de pourquoi, selon vous, c'est incroyable, exceptionnel, etc. Je suis... Bah écoute, moi j'avais écrit ma plaidoirie, mais maintenant que Bassem s'est ajouté à nous, il va falloir qu'on partage un petit peu les arguments, surtout qu'on a discuté entre nous deux. De toute façon, on est un peu seul contre tous hein, actuellement là. Non mais en fait, mettons d'abord au clair, vous trouvez que Megalopolis c'est nul parce que c'est visuellement, c'est prétentieux, qu'est-ce qui vous chagrine à ce point dans Megalopolis? Je trouve que c'est un film sans âme. Et Sans âme. Si tu n'as pas d'âme dans ton film, c'est-à-dire sans vision, sans passion, sans rien, c'est juste un pur produit. Ce n'est rien du tout. En fait, pour moi, c'est une sorte de film démiurgique que Coppola fait à sa propre gloire, dont les critiques, en fait, s'amusent à en dire du bien pour s'auto-congratuler eux-mêmes avec Coppola. Parce que c'est du Coppola, c'est visionnaire, c'est du génie. C'est tout. Je vois rien de positif dedans, en fait. Tu pourras et c'est pour ça que j'ai encore... Je me répète, j'ai très hâte d'entendre ce que vous avez à dire, mais quand j'entends que ce sont des choix de mise en scène visionnaires, des plans visionnaires,
Pas Bah, spécialement. Non, enfin, ok, je vois qu'il y a du Murdo, je vois du Fritz Lang, mais Du c'est... Gans, Ouais, mais tout ça est mis gratuitement, c'est une sorte de patchwork copier-coller sans queue ni tête pour moi. Alors moi, c'est peut-être ce qui vous fait aimer ce film, mais je trouve que ce film arrive avec 40-50 ans de retard. C'est pas faux. Et ben justement, si ce n'était pas le propos même du film, moi, le mot que je ressors de ce Mégalopolis, c'est la contradiction. C'est un film qui est contradictoire et qui porte en lui-même toutes les contradictions de l'humanité, des discours que veut traîner Coppola avec son film, et même du cinéma même. Non, je suis d'accord, je trouve que c'est un film qui... d'ailleurs, j'en avais parlé avec Fred lors de notre trajet pour aller chez Owen. C'est un film qui a besoin de ses paradoxes pour exister. Il a besoin de ses défauts et de ses qualités pour exister. C'est un film qui a besoin d'être un paradoxe total. En plus, on en avait parlé hier aussi, Owen, quand Il t'avais vu le est film. même dans son essence même, c'est un péplum urbain Ouais. de science-fiction. Ouais. Donc il met trois choses ensemble qui ne peuvent pas exister. Il veut parler d'un film sur la civilisation et sur l'humanité au sens propre. Il veut parler de l'ambition et de la déchéance. Il veut parler de tout. C'est un blougi-boulga assez indigeste, mais c'est à l'image même de ce que veut faire Coppola. T'allais dire, Fred. J'ai dormi, moi. Ah, ta gueule. Non, mais oui, bah ok, il y a tout ça, mais bon, du coup, oui, tu viens de le dire, ça donne un truc qui n'a aucune forme à proprement parler d'un film, en fait. Ça, c'est juste des trucs gratuits, quoi. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas le traiter genre pas comme un film classique finalement? C'est pas un film classique. Oh, facile. C'est trop facile, ouais. Vous vous insurgez, les gars. Moi, je non, suis non. pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un film qui va au-delà de ça. Je trouve que c'est un film qui ne respecte pas les critères d'un analyse classique. On dit souvent, oui, un film doit être parfait. Tu peux pas dire ça. Ah, je suis d'accord. Non, non, pour moi, c'est plutôt ça. C'est que c'est un film. On dit souvent qu'un film, ouais, voilà, un bon film est un film parfait. Ok, super. Mais après, quand tu vois l'ambition du truc, quand tu vois comment ça marche, quand tu vois que ça marche sur la contradiction, même aussi ça s'est montré dès le début du film. On voit l'image d'une galaxie, puis après exactement, on vient à échelle d'homme, de l'enjeu le plus petit à l'enjeu le plus grand. Ouais, c'est bien, Lynch l'avait déjà fait dans les années 70 avec Eraserhead. En fait, si tu prends tous les plans, tout ce que veut faire Coppola, comme dit Jérém, c'est soit daté, soit ce que je comprends pas, c'est que c'est une œuvre qui tient un cœur à Coppola, c'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans qu'il veut le faire, il met toutes ses économies, c'est son testament cinématographique, et il donne ça, c'est-à-dire c'est un mélange de tout et de rien, je vois pas son projet derrière. Moi, j'y vois un melting pot ultra éculé. J'ai compris tout ce que tu voulais faire, oui, l'humanité, l'humanisme, la civilisation, tout ça. Mais ça m'atteint pas, quoi. J'ai vu des œuvres bien avant celle que tu viens de sortir qui parlaient de ça et qui me touchaient plus en parlant de ça, quoi. Après, visuellement, je trouve ça assez laid, parce que c'est le choix très graphique, très numérique, mais j'aurais été très curieux de voir ce que ça aurait pu donner s'il l'avait fait dans les années 80 peut-être. C'est ça. Pour moi, ce qui manque, c'est ce grain de la pellicule, parce que en numérique, avec ces effets de mise en scène là, je trouve que ça, je sais pas, ça fait faux. Ah, c'est vraiment le mot faux. Genre, la scène dont beaucoup de gens ont parlé comme vraiment la scène magnifique du film, qui est sur le papier très belle, c'est la scène où t'as Nathalie Emmanuel et Adam Driver du coup, qui traversent la ville en voiture, et tu as les statues qui tombent au fur et à mesure. Donc comme toute la déchéance de la cité. Sur le papier, c'est très beau, avec ce sorte de fleuriste qui apparaît en plein milieu comme une illumination, sauf que tout fait faux dans cette scène. C'est tellement numérisé que t'as aucune matière, t'as aucune sensation. Moi, j'ai pas ressenti ce que j'avais ressenti avec Dracula, par exemple. Où le Dracula, tu vois vraiment que c'était palpable ce qu'il faisait, les fondus, tout ce qu'il faisait dans son film. Et tu sens, je trouve que quand tu vois ce film-là, ce que tu as le plus en tête, c'est pas Le Parrain, c'est pas Apocalypse Now, c'est pas Conversation secrète, c'est Dracula. C'est-à-dire, Dracula, Coppola, il s'éclate, il fait tout ce qu'il peut faire, il prend des points de vue subjectifs, il fait des surimpressions, des fondus, il fait un hommage à tout ce qui est les premiers temps du cinéma, il le fait dans Dracula, et c'est super, il fait une super hommage à une œuvre gothique. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'était pas dans une ère numérique, justement? Mais là, tout ce qu'il fait là, pour moi, ça sonne très faux. Moi, je trouve qu'au contraire, ça sonne très faux parce qu'on appartient à une ère numérique. Il parle aussi de notre époque, d'ailleurs. Toute la partie dans le cirque, lors de la course de chevaux, même aussi... Le passage des clowns, par exemple. Exactement, le passage des clowns. Il y a un côté très factice, et je trouve qu'il y a un peu... ça fait partie du propos du film, et je trouve que montrer cette artificialité... permet de mieux comprendre une époque, permet de mieux comprendre aussi son propos. J'aimerais bien ajouter mon truc du coup, les gars. Moi, je trouve que c'est très bien en fait que le film il sorte aujourd'hui en 2024 parce qu'il arrive à un point culminant de lassitude dans la production, dans la superproduction américaine. J'entends américaine, superproduction. C'est-à-dire que ça fait 15 ans en fait qu'on a une façon de produire, de superproduire les films américains qui est extrêmement redondante et que bon, c'est un peu le discours vieux con, mais à la Marvel. C'est-à-dire que ça fait 15 ans, voilà. Les mêmes blockbusters
penser de la même manière. Et du coup, là déjà on a un truc qui est un peu nouveau, moi ça me fait plaisir. De toute façon j'aime bien les mises en scène kitsch, j'aime bien quand un film tente des choses même si c'est imparfait. Et en fait, ce que ça a engendré, et je suis très sérieux là-dessus, et c'est pour ça que je dis souvent que je pense qu'il va y avoir un nouveau cinéma qui va voir le naître, et je pense que ce film-là justement vise à pousser ce nouveau cinéma, c'est que en fait les gens il y a une consommation consentie des produits filmiques ultra similaires. Quand tu regardes les super productions, les blockbusters américains, c'est toujours la même chose depuis 15 ans. Là, c'est un ovni. Dans les années 70, un film comme Megalopolis, ce serait un ovni parmi tant d'autres. Là, c'est un film qui sort un peu du carcan habituel, et j'ai entendu des gens se moquer du film dans la salle. Il y avait un gars derrière moi qui dit « C'est ridicule, c'est moche, ça se fait pas, c'est dégueulasse. » Dans les années 70, ça passerait. Moi, c'est le genre de choses que j'aimerais voir plus souvent. C'est un film, il tente des choses, il est imparfait. C'est clair et net, et justement ce que je trouve beau, c'est que le film parle justement de cette incapacité à pousser les foules vers un avenir un peu plus intéressant, un peu plus qui sort de tes carcans habituels. C'est ce que le personnage de César il essaye de faire dans son discours final en essayant de dire aux gens « Regardez, il y a cet avenir qui est vachement plus intéressant, pourquoi qu'on n'irait pas ?» Et c'est ce que Coppola il dit « Regardez, depuis 15-20 ans, on est sur les mêmes modèles de super-production américaine. Est-ce que c'est pas giga redondant? Est-ce que c'est pas giga chiant? Est-ce qu'on va pas plutôt réinventer le cinéma en s'inspirant du classicisme de Abel Gans et en utilisant des vieilles techniques de montage et de cinéma qui ont 100 ans, tu vois, tout en amenant ça avec le numérique, avec des nouvelles formes de montage. Et justement, moi je trouve ça beau en fait, cet effort, c'est un film d'espoir, c'est un film qui pousse justement à te dire, regardez, ça peut être intéressant, et on y va. Vous allez pas être grand monde à suivre le truc, hein, parce que vraiment... je sais bien, justement. Je suis désolé, mais le film est fait pour se péter la gueule au box-office. Bah justement, c'est ce qui va se passer, et c'est pourtant ça dont parle le film, même s'il décide d'être optimiste à la fin. C'est un véritable suicide artistique, parce que genre en fait, qui dans l'histoire du cinéma va mettre 120 millions, va porter ses couilles et les mettre sur la table pour se dire je vais faire un film à l'envergure d'un blockbuster ultra expérimental? Ça, je suis pas d'accord parce que c'est Coppola. Coppola peut le faire, et Coppola est suivi par une énorme partie de la critique. Toute une partie de la critique soutient Coppola. C'est ce que je dis. Si c'était pas Coppola, si Scorsese avait fait ça, Scorsese se serait fait allumer. Scorsese fait un nouveau. Si. Ah si. Non, Déjà, c'est faux, Killer of the Flower Moon s'est déjà fait allumer par la critique. Il s'est fait totalement éjecter aux Oscars parce que Scorsese se fait toujours éjecter aux Oscars. Mais vu que c'est Coppola, ça passe. Ah bah Coppola, j'espère, il va pas être nommé aux Oscars. Non, ce sera pas nommé. différent. Mais je trouve que t'as pas le même respect sur les réalisateurs, et tu pouvais avoir la même chose. J'avais déjà parlé de ça, du rapport avec Spielberg et Chazelle. Quand tu vois Babylone et The Fabelman qui ont des choses très proches sur leur rapport au cinéma, quand c'était Chazelle, c'était pas bien parce que c'est Chazelle, et quand c'est Spielberg, c'est bien parce que c'est Spielberg. Et là, je retrouve qu'on a ce même côté-là avec Coppola. Je suis pas trop d'accord, parce que par exemple, Coppola, lorsqu'il a fait sa trilogie Twixt, L'homme qui ne vieillit jamais, Je les ai pas vus pour le coup, ouais. Il s'est fait défoncer par la critique. Il s'est fait absolument défoncer, et là il ressort un peu d'entre les morts avec un film qui vraiment sort des carcans habituels. Quand Scorsese fait Le Loup Wall Street, quand il fait tous les films Aviator, Shutter Island, etc., il est adulé par la critique. D'ailleurs, il gagne aussi des Oscars pour je crois que c'est pour Les Infiltrés. Il gagne des Oscars aussi pour Les Infiltrés. C'est juste avec Shutter Island qu'il a gagné. Non, c'est Les Infiltrés. Shutter Island, Infiltré, c'est tout. Le reste, ça. Non, mais genre, il est adulé, il est toujours adulé. Surtout en France, Scorsese, il est montré comme un messie. C'est le messie du cinéma, parce qu'il rend hommage au cinéma de Godard, au cinéma de la Nouvelle Vague. Mais genre Coppola, lui, quand il a fait sa trilogie, il s'est fait exploser la gueule. En plus aussi je sais pas si le film a floppé au box-office, mais c'est sûr que oui. Mais voilà, et d'ailleurs en plus j'ai pas vu cette trilogie, mais je trouve que ça pourrait être intéressant pour mieux comprendre Megalopolis. Pour le coup, la première heure, j'étais mi-figue mi-raisin. Je savais pas trop vers quoi ça partait, et j'étais semi-convaincu. C'est-à-dire que Jérémy, dès la deuxième scène, une scène de fête, mais putain, j'ai jamais vu une scène de fête aussi mal filmée. Voilà, à partir de là, il a tiré la tronche pendant tout le film, et justement, moi il y avait des choses que j'aimais pas. Il y avait des choses que je trouvais intéressantes, et j'ai décidé de laisser voir où ça menait. Il y a eu cette scène par exemple avec cette chanteuse, avec cet extrait de pur clip MTV, et je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même d'avoir ça au milieu d'une séquence de péplum avec des courses de chars. Et là, j'ai compris en fait que le film, il voulait juste mettre tout ce qu'il pouvait, parce qu'en fait, c'est un dernier film. À partir du moment où il y a un coup de feu, je trouve que le film est parti vers un sublime, pur et simple d'effort artistique qui m'a franchement fait plaisir. C'est un plaisir, moi j'ai hurlé de plaisir à la fin du film. Non mais avec tout ce plus, est-ce qu'on frôle pas l'indigestion au point que Coppola, je trouve, paraisse prétentieux? Moi je le trouve surtout naïf. Tu disais ça de Shyamalan par rapport à Trap. Non, il est candide, il est pas... Il est candide. Et ben moi je trouve qu'il est naïf.
parce qu'il est naïvement convaincu qu'il peut renouveler le cinéma, ou qu'en tout cas, il peut montrer la voie vers un nouveau cinéma. Et c'est ce qu'est le personnage de Adam Driver dans le film. C'est qu'il est intimement convaincu que sa destinée est de montrer la voie à l'humanité. C'est très prétentieux, je suis d'accord, mais c'est très naïf, et c'est très optimiste. Et j'ai franchement envie d'y croire, en fait, quand je sors du film. J'ai pas envie de croire au nihilisme profond du personnage de Giancarlo Esposito. La preuve, bon, je spoil, mais à la fin, il finit par adhérer à ce que dit Adam Driver. C'est justement ça qui est beau. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu revois plein de personnages dans le film qui sont des doubles de Coppola, non ? Oui, Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? mais partout, tout le temps. Les acteurs jouent mal, ils jouent comme des brels, putain les acteurs c'est mais- c'est pas possible. Non mais attends, Aubrey Plaza, on a l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle fout là. Je trouve que Adam Driver par moment il est pas super bon, enfin c'est vraiment c'était une intention de réalisation aussi que tous ces acteurs passent pour des brels ou Ah, mais je pense que c'est totalement une attention de réalisation. Hein. Je pense que ça fait vraiment partie du film et de. Oh, ça, je suis moins convaincu. Moi, mais... je pense si en vrai, parce que Coppola il dirige vraiment ses acteurs. Enfin, il sait les diriger. Quand on voit tous les films qu'il a fait précédemment. Non mais tu vois, c'est là on arrive à un point où je suis en mode j'ai l'impression qu'on excuse tout parce que c'est Coppola. C'est ce que je dis depuis le début. Mais vraiment, faut arrêter de dire vas-y on va le traiter différemment parce que c'est un film de Coppola. Alors certes, tu vas peut-être pas traiter de la même manière, tu vas pas analyser de la même manière un film de Coppola que je sais pas moi un film à la con. De Shyamalan. Non, parce que lui c'est un auteur aussi, donc ferme-la. Je rigole. Non, Ce mais je sais combat pas. est terminé sur Shyamalan. Concentrez-vous sur Non, Coppola, je s'il vous Je plaît. sais pas, un Winnie the Pooh, Blood and Honey, voilà. Je pour sens un que je vais dormir sur le canapé, moi, ce Non, soir. non. Non, mais voilà, je veux bien que tu n'analyses pas de la même manière ces deux écarts de films. Mais entre, par exemple, je sais pas, Les Graines du Figuier Sauvage et Megalopolis, pourquoi tu n'acceptes pas d'avoir le même niveau d'analyse et le même sens d'analyse et de lecture? Bah, j'ai pas vu l'autre film, donc je Ah, pourrais certes, pas te dire. mais c'est pour donner un ordre d'idée, quoi. Enfin, j'ai Parce que Coppola, il y a un contexte déjà par rapport à la sortie même du film, donc elle nous donne un indice en fait sur la manière d'interpréter le film, et puis il y a toute une carrière derrière. Moi, c'est pas parce que Coppola que j'ai bandé devant le film, c'est parce que genre le film a littéralement fait l'amour à mes yeux. Il y a ça aussi. En fait, moi, pendant tout le film, j'étais extatique. Alors, il y avait des trucs, j'étais un peu en mode ouais, bon, d'accord. Mais il y a des plans. Je suis désolé, moi, il y a plein de plans, j'étais en mode capture d'écran, fond d'écran sur mon ordinateur. Hein. Moi, je suis d'accord, hein, parce que Coppola, perso, genre, même si j'aime bien ses films, c'est pas un réalisateur dont je suis l'actualité, donc je suis un fanboy et tout, et pourtant j'étais vraiment scotché sur mon siège quand j'ai vu le film. Donc c'est pas une question de Coppola ou pas, c'est juste que genre je trouve que la démarche est courageuse. Vous allez juste nous trouver. Non, mais on a vraiment des visions. On a vu deux films différents, c'est assez fou. Ça. Moi, le film, j'ai vu des plans. Ouais, qui avait un style particulier, mais qui a duré que quelques secondes, tellement c'était mal foutu et mal monté, quoi. Tu trouves à ce point, moi Ouais, mal non, monté. C'est mal monté, on est d'accord. Le début me saute à la gueule, c'est que La t'as scène des de plans. fête, pourquoi je l'ai trouvé dégueulasse? C'est parce que c'était mal monté aussi. C'est mal cuté, ça va dans tous les sens. T'as un plan qui arrive, il devrait durer 10 secondes de plus, il en dure que une. Enfin, tu vois, c'est du n'importe quoi. Je suis d'accord pour dire que la première heure, encore une fois, je suis mi-figue, mi-raisin. Moi, c'est vraiment vers la deuxième partie. Et la deuxième partie, je trouve qu'il y a vraiment un sublime qui arrive à se dégager. Ne serait-ce qu'en fait, juste le mégalone apporte tellement de choses en matière d'esthétique. Justement, d'avoir cette mise en scène, cette inspiration à vraiment du vieux cinéma, et tu mets du numérique, mais genre à t'en péter la rétine. Je peux comprendre, franchement, les gars, hein, que ça vous révulse, ce genre d'esthétique-là. Moi, encore une fois, c'est un truc que je trouve génial. Ça me fait kiffer grave. On revient un peu à une sorte de mode, des effets spéciaux un peu à l'ancienne. Ça m'a un peu fait penser à Furiosa à certains moments. Les plans au tout début avec la moto, voilà. C'est vraiment bien que tu parles de Furiosa parce que quand je voyais ce film, je pensais à Furiosa. Ah. Tout ce que rate Coppola, Miller le fait super bien avec Furiosa. Parce que Coppola, il essaie de donner un côté très mythologique, très antique à son film, avec tout son rapport au péplum, mais ça finit toujours par tomber dans la vulgarité. Là où Miller faisait des scènes magnifiques, il te fait des références bibliques, il fait des références mythologiques. Je pense qu'on a encore, j'ai toujours moi la scène de Rouge avec Chris Hemsworth dans Furiosa, j'ai la scène de la mort de la mère de Furiosa aussi, tu vois. T'as toutes ces séquences-là, alors que Coppola, c'est numériquement pas beau, c'est laid. Je t'avoue qu'il y a mille et une scènes, moi, qui me restent de Megalopolis. Voilà, pour comparer des scènes de mort, donc tu parles de la mort de la mère de Furiosa dans Furiosa. Oui, c'est exceptionnel, tu t'en souviens. C'est une image qui se fige. Voilà. Alors que la mort de Dustin Hoffman dans Megalopolis, c'est expédié comme pas possible. Oui, mais la mort, par exemple, de Waouh, incroyable. C'est en fait, encore une fois, c'est du grotesque, c'est du pur grotesque. C'est tellement grotesque que ça en devient gênant. Excuse-moi, la scène de cul entre Shia LaBeouf et Aubrey Plaza, non mais merci quoi. J'ai beaucoup rigolé. Moi,
Hein Hein T'as dit quoi? Non, rien. Donc, Vas-y. NT-Wow, ça t'a. Tu vois, t'as kiffé. Mais je trouve Il que s'est c'est- réveillé à ce moment-là. Oh, il a un kink. On a découvert un truc. mais je trouve- Aubrey Plaza. D'ailleurs, juste anecdote, lorsque je l'ai vu en avant-première, il y avait des gosses au premier rang qui ont vu NT Wow et les bails qu'elle faisait avec Shia LaBeouf, donc c'était spécial. Mais je trouve qu'au contraire, genre, enfin, il y a c'est burlesque et genre c'est du mauvais goût. Je trouve que c'est génial de mettre du mauvais goût comme ça dans un film. Mais encore une fois, ça rejoint cette idée de contradiction. C'est purement poétique de conclure le film sur l'image d'un gamin, par exemple, ou d'avoir plein de scènes comme toute la résurgence d'Adam Driver après le coup de feu. Et à côté, bon, bah, t'as ce grotesque pur et simple, notamment avec le personnage de John Voight. Et justement, genre, encore une fois, moi j'ai commencé le film, la critique en parlant de contradiction. Et c'est justement cette contradiction-là et cette balance systématique de deux extrêmes qui me fait plaisir. Je peux dire un petit truc. Vas-y. Je pense que vous avez juste bandé sur le fait que c'est un film qui essaye d'aller au-delà des grands films comme tu Mais dis. C'est justement, tout, mais c'est vous ce êtes que fait je une dis. idée en fait. Vous êtes fait une idée d'un film. C'est ça, Vous êtes fait une idée d'un film qui. Mais c'est ce que je dis justement, moi je vois ce film-là. Je le dis, il est pas parfait, il a plein de défauts, il y a plein de trucs, je comprends que ça vous révulse. Mais je vois ce film comme une invitation à d'autres choses, à ce que le cinéma pourra faire par la suite en s'inspirant de ce film. Je pense que vous vous attardez trop sur le métafilmique et pas sur le film en lui-même. Bah tant pis, parce que Voilà. le métafilmique me fait grave kiffer, encore une fois. Deux choses concernant le grotesque. J'avais cru voir la référence notamment de Chaplin et du Dictateur. Le Dictateur, c'est un film qui sait conjuguer l'humour, le burlesque, tout en critiquant la montée du nazisme, ce que Coppola n'arrive jamais à faire. En utilisant le grotesque, il n'arrive jamais à atteindre une forme quelconque de politique qui, soi-disant, tenterait de faire par rapport à la société américaine. Et sur l'idée du métafilmique et de dépasser le film. Si dépasser le film, c'est inviter un mec en plein milieu d'une séance pour qu'il parle à un écran et que c'est soi-disant artistique, parce que si vous savez pas, normalement dans les séances officielles, le moment où vous avez Adam Driver, où vous savez, vous avez l'écran qui se réduit, normalement tu avais une personne qui venait sur scène lui poser une question. Si c'est ça le dépassement du cinéma, bah c'est très dommage. Moi, je trouve que c'est intéressant, genre c'est une idée supplémentaire parmi un globi-boulga d'idées. Et ce que je trouvais pas mal, parce que du coup j'ai eu la chance de le voir en avant-première, donc j'ai vécu ce moment-là, c'est que y a un peu ce côté, pour comprendre le film, il faut interagir avec. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est un film qu'il faut pas juger comme un film classique, c'est il faut une interaction avec ce film pour le comprendre. Et c'est un film aussi qui dépasse un peu cette dualité parfait-imparfait. Il a besoin de ses imperfections pour exister, il a besoin aussi de ses aspects parfaits. Et ça va au-delà de ça. Et c'est ce que je trouve incroyable. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein. Mais... T'en as pensé quoi du coup de ce truc là, de cette personne qui monte sur scène pour parler à Dan Driver sur l'écran? Je trouvais que c'était intéressant. Genre, comme j'ai dit, c'est comme une interaction avec le film. Une interaction avec quelque chose d'abstrait, qui est quelque chose qui a déjà été filmé. Je trouve que c'est génial. C'est une base. Et peut-être après, ça amènera vers autre chose. Et d'ailleurs, en plus, désolé si je monopolise un peu la parole. Owen, tu parlais du fait qu'il y a un peu cette quête de faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant que le film soit sorti en 2024, mais aussi la même année que Agro Drift d'Harmony Korine, qui est un peu beaucoup plus niche. Mais ce film-là aussi souhaite aller au-delà d'un simple film narratif, en faisant un film totalement infrarouge, en créant un monde avec de nouveaux codes, une nouvelle manière de faire. Et je trouve que c'est génial que des réalisateurs comme ça, depuis très récemment, portent leurs couilles et décident de se dire putain, j'ai financé un truc pour amener le cinéma vers autre part. Moi je conclurai juste en disant que le film est fini bordé d'espoir et qu'il m'a donné cet espoir-là pour possiblement la suite du cinéma. Moi, je dirais que je suis très content qu'on ne soit pas d'accord, Oui. parce que c'est très enrichissant comme débat, et c'est ce qui fait le petit grain de la critique, justement, c'est ce débat et nos divergences. Et je trouve que c'est génial que un film suscite autant de réactions aussi Extrême. aussi extrêmes. Soit on adore, soit on déteste. C'est génial, genre aucun autre film précédemment a pu faire ça. Non, mais j'ai peur que ça fasse l'effet d'un pétard mouillé, qu'il y ait toutes ces discussions-là et qu'au final, potentiellement, ils soient pas retenus. Ça mènera pas loin, hein. Moi, Je suis d'accord. Hein. Moi, au contraire, je suis pas d'accord. Je trouve que genre le film là il va être assez critiqué ou autre, mais je pense que d'ici, c'est un peu cliché de dire ça, mais d'ici 10-20 ans, surtout lorsque Coppola va mourir, je pense qu'on va déterrer ce film, on va se dire ah mais en fait il y avait des aspects intéressants ici, il y avait des aspects intéressants là. Je pense qu'il sera décortiqué en fac, mais ça restera un sujet de fac. Je pense que le grand public Déjà, je pense pas que le film va faire un très gros succès, et je pense que le grand public va très peu s'intéresser à l'OVNI que ça va être. Tant pis, moi j'ai kiffé ce que j'ai vu, j'ai kiffé, j'ai été bordé d'espoir, et tant pis si le désespoir va suivre. J'ai beaucoup aimé, j'ai Tu vraiment l'attends beaucoup comment aimé. le prochain Marvel? Pardon. Bah voilà, j'en ai rien à foutre. Sujet clos sur Megalopolis. Oui. Ça a été très gros. Ouais, mais mais débat très intéressant, franchement. Bah voilà. Très instructif. Puis la bière m'a aidé à mettre mon cœur
dans tout cet ouvrage. On va passer au rattrapage, donc des films que moi j'avoue que je n'ai vu que Megalopolis ces 2 dernières semaines. Dis-moi Fred. T'avais une expression pendant Megalopolis, tu disais des figues et des... Ah oui, des fèves et des raisins. Ah non, t'as dit figues aussi, je crois. Hein? Petite transition, les graines du figuier sauvage. Voilà. J'essaie de... Voilà. Fous-toi de ma gueule, ouais. Alors, parlez-en, parce que moi je l'ai pas vu, je voulais le voir, mais 2h45, merde. Julien, il T'as a détesté 2h20 Owen. pour taper Megalopolis, mais t'as pas 2h45 pour les graines du figuier sauvage. Merde. Parce que là, c'est un vrai risque. Là, c'est un vrai réalisateur qui prend des risques pour faire un film. Ça, 25 ça a une minutes. âme. Ça Ça, blâme. c'est énorme. Parce que ce gars, quand il se fait ce tournage, qu'est-ce qui se passe? On Je le sais, poursuit. il Le risque mec sa sort vie. dehors. La dernière séquence du film, le mec l'a tourné en une fois. Il était pas content de sa séquence. Le mec est en prison. Je sais pas où il est. Ses acteurs sont emprisonnés. Le mec a vraiment pris des risques. Donc là, t'as Coppola qui a mis je sais pas combien de millions. Ok, cool, mais c'est Coppola. Là, ce mec il était Mais mort. parce que la famille, tu comprends, Coppola, c'est grave, hein. Putain. Ça, c'est un vrai film. Ça, c'est un vrai film qui prend des risques. Merci, Fred. Waouh. Autre chose à rajouter. Je pensais qu'on allait se marrer pendant la critique de Megalopolis, mais non, en fait, c'est là qu'il fallait être. Hein. Non, mais c'est- Sinon, les graines du figuier sauvage, c'est un très très beau film, assez puissant, puisque, comme on disait, le film a été fait clandestinement, c'est-à-dire pas autorisé par le régime. Et l'idée des graines du figuier sauvage, c'est donc de suivre un membre, pas du gouvernement, mais en gros, c'est un enquêteur du régime, donc qui s'occupe des interrogatoires et qui s'occupe notamment de signer les mises à mort ou non. Et en fait, tu pars de la cellule familiale et comment en fait l'autorité du régime en fait se retranscrit même à l'échelle familiale. En fait, Et comment ça, toute la paranoïa même du père sur sa propre confiance en régime en fait devient une paranoïa à l'intérieur même de la famille qui retranscrit même la paranoïa du réalisateur quand il fait son film puisqu'il le fait clandestinement. C'est génial, c'est qu'en gros tout le film se passe presque en huis clos et tu ressens cette pression extérieure au sein des murs de cette famille en fait. Et les seules images de l'extérieur que tu as, c'est les vraies images prises au téléphone pendant les manifestations en Iran en 2022. Ce qu'il veut montrer, le réel en tout cas, c'est un peu son approche, c'est qu'aujourd'hui on est dans une ère où effectivement les jeunes peuvent se rebeller avec Internet, peuvent vraiment voir ce qui se passe et pas du tout être dans une propagande par la télévision par exemple iranienne. Donc il y a beaucoup de ça, c'est vraiment un film, moi j'ai adoré, c'était génial. Non, mais je suis admiratif de la démarche. Simplement, j'avais pas le temps de le voir avant l'émission, mais je compte bien le rattraper, je vous le promets. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que j'ai l'impression que le film il se divise en deux un peu, tu sais, donc t'as toutes les Même en séquences. 3, je te dirais, même en 3, ouais. moi, le film. Moi, ce qui m'a vraiment plu, et c'est marrant parce qu'à la fin de ma séance, il y avait plein de vieux dans la salle qui critiquaient un peu la dernière séquence du film, qui partait un peu en couille, tu sais, qui prenaient des libertés en fait. Ça part très dans le thriller en fait. À la Exactement, fin, c'est qu'au début, t'es vraiment en mode un petit film huis clos, très. Comme tu peux l'imaginer en fait, ce film. Ouais, très Et à la dramatique, très sociétal. Exactement, et à la fin, c'est vraiment un thriller, presque un conte, j'aurais dit. C'est une sorte de barbe. Comment il s'appelle, putain? Barbe bleue? Oui. Ouais, mais je dirais même plus, c'est encore une fois, c'est très méta, c'est à l'image même de Mohamed Rassoulov, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui en fait, t'as toute une idée de fuite à la fin, mais en fait, c'est ce que fait le réalisateur après son film, c'est fuir le régime, arriver en France pour Cannes et potentiellement revenir en Iran dès que possible, en sachant qu'il ira sûrement en prison quand il reviendra. Et du coup, j'enchaîne sur Tatami très vite, parce que aussi film iranien qui a un sujet très proche. Tatami, pareil, peut-être plus grand public, plus accessible, puisque là en fait on suit en fait une compétition de judo, une iranienne engagée dans une compétition de judo, et comment en fait le régime veut interférer pour la faire abandonner justement la compétition. Et du coup tu as un mélange très intéressant entre le combat mené sur le tatami et le combat pour la liberté en Iran. Il y a aussi 2 films. On commence par le film ouais. qu'on a vu tous les deux. Ouais, Speak No Evil. Exactement. Remake d'un film qui a le même titre d'ailleurs, film danois de base, et donc là c'est un remake américain fait par James Watkins, le réalisateur de un épisode de Black Mirror, celui Shut Up and Dance je crois, et Dan Lake, entre autres. Et La Dame en Noir. Aussi. La Dame en Noir, oui. Voilà. C'est vrai. Donc moi j'aime bien ces films. Tu m'avais fait découvrir Eden Lake que j'avais adoré. Et donc là j'étais très curieux d'aller le voir. Et écoute, moi j'aurais aimé voir l'original pour voir un peu ce que ça fait. Est-ce que la machine hollywoodienne est passée dessus? Est-ce que toi t'as vu l'original par J'ai exemple? vu que la première moitié, je t'avoue, ok. j'ai dormi après, donc j'ai regardé Ouais. que la première moitié. Mais donc du coup, les événements qui se passent dans la première moitié du film américain, je les ai vus venir puisque c'est à peu près similaire à ce qui se passe dans le film D'accord. original.
après la fin, du coup, j'ai été surpris parce que je savais pas à quoi m'attendre. Et de ce que j'ai lu, la fin du film américain est différente de la fin du film danois. Donc, D'accord. mais- Alors moi, en tout cas, le film, qu'est-ce que j'ai aimé ? Je pense que sans James McAvoy, j'aurais pas forcément apprécié le film. Je Voilà, trouve qu'il porte pareil. vraiment le film en lui. On a vraiment, tu vois clairement l'affiche du film, c'est genre que lui, quoi, le mec. C'est ça, il porte le film sur ses épaules et ça faisait longtemps que j'avais pas vu James McAvoy dans un film. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, mais je suis très content de le revoir. Mais parce je me qu'il est au demande top, du hein. coup, parce que il joue clairement le personnage qu'il joue dans Split, donc un homme très musclé, très impressionnant, très violent, très, très statique, enfin qui bouge beaucoup dans tous les sens. Et je me suis demandé, est-ce qu'il a fait d'autres rôles que ça ? Est-ce qu'il y a eu d'autres rôles autres que Split ? Et donc Speak No Evil, où il a vraiment, tu sais, ce truc très forme bestiale un peu, tu vois. Ah, ça me dit rien, parce que Charles Xavier, quand il fait Charles Xavier dans les X-Men, il est pas, Ouais, pas du il est pas Mais trop. c'est marrant de voir à quel point ce personnage en toi qu'il a joué dans Split, c'est imprégné en lui. Maintenant, j'arrive plus à voir James McAvoy comme je pouvais le voir dans d'autres films, tu sais, très fragile, très. C'est parce très- que c'est une performance incroyable, parce que Shyamalan est un réalisateur incroyable. Pardon. Oui, je vais forcer. Mais voilà, j'ai eu l'impression en tout cas de retrouver ce James McAvoy de Split et c'est hyper cool. Moi, j'ai passé un très bon Ouais, moment. Après, j'aurais juste, effectivement aimé voir l'original et voir en fait qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, tu vois. J'ai l'impression que le film prend quelques petits rêves du cinéma danois en général. Je dis danois, non, pas du tout. Nordique, J'ai pensé en un général. peu à. Alors, très légèrement, mais c'est vraiment une petite ref un peu débile. Mais tu sais, le premier dernier plan dans la voiture Mhm. m'a fait beaucoup penser à Funny Games, par exemple. Ah, j'ai pas vu. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un petit film qui fait des petites rêves par-ci par-là, mais ça reste quand même ça reste un petit film américain sympa qui est porté par James McAvoy Voilà. et C'est très correct en vrai. Hein. Ça se passe. En fait, t'es bien en tension pendant le film, ça fonctionne bien. Et Kill. Et Kill, donc qui est indien. J'adore le cinéma indien, surtout le cinéma d'action, grand spectacle indien, parce que je trouve que c'est un cinéma qui va au-dessus du grand spectacle américain, car il n'a pas ce second degré de merde. Je suis d'accord, c'est vrai. Moi, je suis un grand fan du cinéma indien aussi, que ce soit Bollywood, Hollywood, Collywood, toutes les régions, Ah ouais. tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que le cinéma indien, surtout le cinéma d'action indien, comment ils sont vraiment premier degré. T'adhères tellement au délire assez facilement. Voilà. Triple R, je pense aussi à KGF, à Bahubali. Ah C'est oui. vraiment genre, c'est génial. Genre, en fait, je pense que dans un film américain, ça serait vu comme burlesque, mais C'est ça. dans le cinéma indien, c'est tellement premier degré que genre t'adores quoi. C'est ça, et Kill c'est typiquement ça, tu verrais ça dans un film américain, il rajouterait du second degré et de l'ironie de merde tout le temps. En plus, génial, je l'ai vu en VF, la VF rajoute un côté cheesy encore plus qui rend le truc encore plus authentique. Et donc du coup quand t'as des musiques qui apparaissent avec ralenti et que t'as la VF et tout en plus, c'est exceptionnel, et franchement j'ai kiffé mon moment. Et c'est ça, je me retrouve à dire dans la même émission que j'ai préféré un film d'action indien un peu à la con à un Coppola quand même, hein. Donc c'est... Et il en rajoute le bâtard. La tension n'est toujours pas redescendue. Non, mais voilà, c'est Bullet Train en mieux. C'est vraiment, c'est ça, parce que ça se déroule quasiment uniquement dans un train, il y a un peu les mêmes enjeux, c'est Bullet Train en mieux, avec des scènes d'action vachement mieux que dans Bullet Train, enfin voilà, c'est... Première partie terminée, les amis. On passe à la deuxième qui est en principe un peu rigolote puisqu'on fait des jeux et des chroniques. Et plus détendu. On va se barrer, les allez. Megapolis est encore là. Hein Il est encore là dans nos têtes. Voilà. Je sens qu'il y a encore une petite pression là. Je sens des fois vous m'insultez dans les yeux. Il y a une légère tension là. Ça, le Joker n'est pas encore arrivé. Comme d'habitude, on commence la deuxième partie avec des chiffres de Jérémy. Je t'en prie, mon ami. Pour cette émission, vu qu'on est aux 3/4 de l'année 2024, et oui, le temps passe vite, j'ai décidé de refaire un bilan du troisième trimestre de l'année en cours, enfin, de faire un bilan du troisième trimestre de l'année en cours, et de refaire le bilan après ces 3 trimestres. Comme lors des bilans des premiers et deuxième trimestres, on va voir les chiffres principaux et ou marquants des box-office français, américains et mondial. En France, pour le premier chiffre, comme d'habitude, je vais vous donner le nombre total d'entrées en France après 9 mois passés lors de cette année 2024. 112 140 957 entrées, soit 7% de moins par rapport à l'année dernière à la même période. Mais sur la période juin-septembre 2024, il y a eu moins d'entrées que sur la période avril-juin. Donc de plus de 41 millions d'entrées pour le deuxième trimestre, on passe à une baisse de 17% pour atteindre 35 millions d'entrées sur ce troisième trimestre. Dorénavant, nous avons 19 films ayant atteint le million d'entrées, contre 15 à la fin du deuxième trimestre. Parlons des gros succès qui sont apparus ces 3 derniers mois. Parlons film français et évoquons le grand film de l'été, Le Comte de Monte-Cristo, qui est devenu le deuxième succès de l'année avec plus de 8,5 millions d'entrées. Et avec un petit truc en plus, cela fait que les deux premières places du box-office français sont occupées par des films français. Et si cela ne bouge pas, il faut remonter à 2014 pour retrouver 2 films français aux 2 premières places du box-office. J'ai une pensée pour Jérôme Sédou et sa reconquête du temps d'Astérix, l'Empire du Milieu. Bah du coup,
La reconquête est accomplie, non? Ce gros connard, maintenant, il met le cinéma à 25 €. Et encore avec le supplément IMAX, c'est 9 € de plus. Également Moi Moche et Méchant 4 qui est 4ème du box-office français avec plus de 4,2 millions d'entrées. Et enfin Deadpool et Wolverine qui est 6ème avec plus de 3,6 millions d'entrées. Y a-t-il eu des changements au niveau des semaines avec le plus d'entrées? Non, c'est toujours la dernière semaine de la période avril-juin qui avait fait plus de 5 millions d'entrées. Mais on peut noter qu'en moyenne, chaque semaine durant cet été, les cinémas ont enregistré 3,2 millions d'entrées, avec aucune semaine en septembre en dessous des 2 millions d'entrées, alors que septembre est connu pour être un mois très terne en termes de box-office. Aux États-Unis, quasi 6,1 milliards de dollars, c'est le nombre total de recettes aux USA à la fin de ce troisième trimestre. Donc à l'inverse de la France, le troisième trimestre USA fait mieux que le deuxième, 3,1 milliards contre 1,7 milliard pour le deuxième. Oui. Nous n'avons pas de nouveau numéro 1 aux USA car il s'agit toujours de Vice Versa 2 qui en est à plus de 650 millions de dollars de recettes, mais se trouve dans le top 5 3 films sortis cet été. Deadpool et Wolverine à la deuxième place, dont je vais reparler dans quelques instants, à 627 millions. Moi Moche et Méchant 4 à la troisième place avec 360 millions. Et enfin Twisters à la cinquième place avec 267 millions. Donc je vais reparler de Deadpool et Wolverine rapidement, puisque le meilleur démarrage a changé de main, passant de Vice Versa 2 à Deadpool et Wolverine avec un démarrage à plus de 211 millions de dollars dans son premier week-end d'exploitation. Il est devenu le 6ème meilleur démarrage de tous les temps, le meilleur démarrage d'un film rated R, le meilleur démarrage pour un film sorti au mois de juillet, et même le meilleur démarrage pour un film sorti en été. Et pour finir, notons que c'était le premier démarrage à plus de 200 millions de dollars depuis Spider-Man No Way Home. Ne réécoutez pas l'émission avant l'été où on donnait notre avis avec Fred sur les possibles résultats de Deadpool. Ah, vous avez dit que ça allait faire un énorme flop et pas du tout. Un énorme flop. Ah, vous Un avez gros, échoué. très gros flop. Le film était nul. Faudrait que t'arrêtes avec tes pronostics, toi, parce que t'as quand même dit que j'allais pas aimer Megalopolis. Ouais. Et sachez également qu'on fait quasi un x2 par rapport au nombre de films ayant dépassé les 100 millions de dollars de recettes, passant de 8 à la fin du deuxième trimestre à 15 à la fin du troisième. Au niveau mondial, Vice Versa 2 reste premier du box-office avec plus de 1,68 milliard de recettes mondiales. Un deuxième film a dépassé la barre symbolique du milliard, il s'agit de Deadpool et Wolverine à 1,3 milliard, devenant le deuxième film rated R à passer ce calme après Joker. Notons que le troisième sur le podium est actuellement Moi Moche et Méchant 4, il y a donc 2 films d'animation sur le podium pour l'instant, et si ça reste ainsi, ce dont je doute fort, cela fera depuis 2023 qu'on n'avait pas eu 2 films d'animation sur le podium du box-office mondial, Ça année date. où La Reine des Neiges et Moi Moche et Méchant 2 avaient respectivement été premier et troisième de cette année. 26 films ont atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales aux 3/4 de l'année contre 17 à la mi-année. Et réévoquons vite fait un petit truc en plus car il est toujours le film français le mieux placé au box-office mondial à la 30e place avec plus de 84 millions de dollars de recettes mondiales, soit, et ça va peut-être faire plaisir à Wen, plus que Trap. Ce qu'on peut retenir de ce troisième trimestre 2024, c'est la continuité de la reprise de couleur du box-office. Cet été aura été bon notamment aux USA, il reste positif et nous font imaginer une fin d'année qui pourrait remettre le box-office enfin sur de bons rails après 3-4 ans de reprise poussive. Maintenant, voyons si les grosses sorties de l'automne et du début d'hiver, comme Joker Folie à 2, Gladiator 2, Le Robot Sauvage, Mufasa, Le Roi Lion et d'autres, ne terniront pas le box-office flamboyant de cet été. Moi, mon pronostic, c'est que Joker 2 va être un succès en matière de box-office, par contre, la critique va un peu le démonter. Moi, c'est que ça va être un petit, pas un flop, mais pas autant que le premier Joker. Voilà, je pense la même Ça, chose. c'est sûr. On arrive à mon jeu. Ça fait genre 2 semaines que j'ai eu cette idée de jeu et je suis trop content. Il y a des caméos parfois, genre on se dit ah mais MDR il est dans ce film là, et parfois il y a même des caméos cachés. Et ben justement ça va être un peu le jeu. Je vous ai dégoté des caméos très improbables que vous n'êtes pas forcément sûr et certain que ça s'est fait, et j'ai créé des caméos qui n'existent pas. Il va falloir me déceler le vrai du faux. Commençons dès maintenant. Par exemple, est-ce que Lionel Jospin a joué dans Le Nom des gens? Ah mais chacun donne son avis. Hein. Donnez tous votre avis. Je pense pas. Non. Je sais pas c'est qui. C'est l'ancien Premier ministre français. Ah Voilà. putain, mais oui. C'est celui ok. qui s'est fait éjecter par Jean-Marie Le Pen en 2002. Vincent, Je connais que le cinéma, moi. c'était la tête de gauche principale. Je dirais en oui. 2002. Bah oui, il joue. Ah ouais Ah ouais Il apparaît dans une comédie française qui s'appelle Le Nom des gens. Est-ce que Mouloud Achour apparaît dans Le Choc des Titans? Oui. Je fais confiance en Jérémy, oui. Bah non. Ah ouais, je pense oui. Hein. Bah oui les Ah, gars. faut que je joue le bluff parce que là Julien il était sûr que c'était ça. Parce qu'il faut savoir que Louis Leterrier c'est celui qui réalise Le Choc des Titans. Et Louis Leterrier est très ami avec Mouloud Achour et du coup il a dit vas-y mec, tu devais apparaître dans l'incroyable Hulk, ça s'est pas fait, viens je te fous dans Le Choc des Titans. Parce que Mouloud Achour devait apparaître dans l'incroyable Hulk. Oui. Mais dans quel monde vit-on? Incroyable. Le multivers, c'est Et du coup, incroyable. Mouloud Achour, il était trop content parce qu'il est devenu un personnage de jeu vidéo puisqu'il y a eu l'adaptation Choc des Titans en jeu vidéo. Voilà. Et est-ce qu'on vit dans une dimension où Freddie Mercury joue dans Mad Max 3? Non. Putain, non, je pense pas. Ah, il y a Tina Non, Turner, parce que est-ce dans le 3, voilà, c'est Tina Turner. c'est Je pas Freddy. reconnais les mensonges fantaisistes d'Owen, c'est un nom. Oh c'est faux, c'est vrai, vous avez raison. Vous m'avez eu. Est-ce que Yvan Attal apparaît dans Rush Hour 3 auprès de Jackie Oui. Chan?
C'est sûr. Yes. Ouais. Il joue un chauffeur de taxi. Bien vu, bien vu. Est-ce que Kamala Harris apparaît dans le remake américain d'Intouchable? Est-ce que tu considères les images qui passent à la télé comme étant un caméo? Non. Alors non. 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 Ouais, vous avez raison, elle a pas fait de caméo. Est-ce que Jamel Debbouze apparaît dans un film de Spike Lee? Oui. Il y a moyen. oui, Oui, il y a moyen ouais. de fou. Merde, putain, vous êtes trop forts, les gars. C'est quoi C'est lequel J'ai plus le nom du film. C'est pas le remake de Old Boy? Ah Non, pas du tout. La vengeance de Jamel Debbouze. Est-ce que Mathieu Kassovitz apparaît dans Le Cinquième Élément? Oui. Oui. Oui, c'est sûr. Oh merde, putain, vous êtes trop forts, les gars. Trop fort. Est-ce que Eminem joue dans une comédie indienne nommée Anb Sivam? Non. Je vois pas comment t'aurais inventé ça, donc je vais dire oui. En vrai, putain, ça pourrait être tellement possible. Moi je dis non parce qu'en fait t'es mais mec parce que Eminem parce qu'il fait la 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 la. C'est une comédie indienne mec. Pas pourquoi C'est pas. horrible mec. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu réponds? Non. Oh, t'as bien eu raison, Ah, bah. il apparaît pas. Ah ouais, non. Est-ce que Pierre Richard joue dans Batman le défi? Oh j'aurais trop aimé le voir en pingouin. Non. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai ça. Ouais, il s'est foiré sur le casting, Je pense qu'il a dit ça Owen parce qu'il pense qu'il ressemble au pingouin donc non. Moi je dis non. Non. Ah non, Ah, impossible. bien vu, il apparaît pas. Est-ce que Peter Jackson apparaît dans Hot Fuzz? Oui. Oui. Je suis la masse, donc oui. Ouais moi aussi. Ouais, en fait toi tu connais. En fait, je devrais fermer ma gueule et pas dire en premier. Parce qu'en fait, oui, il y apparaît, et d'ailleurs, Kate Blanchett aussi. c'est le Père Noël qui plante un couteau dans la main de Simon Pegg. C'est vraiment un plan, c'est un arrêt sur image. Edgar Wright et Peter Jackson, ils sont très potes, quoi. Alors Jérémy tu réponds en dernier maintenant. Ok. Le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello, apparaît dans Star Trek. Oui. Oui. Oui, bah oui. Putain, mais... On n'a pas besoin de Jérém en fait. Vous êtes pas drôle, hein. Ah ouais, en fait, j'étais trop confiant sur mes réponses avant. Élise Lucet apparaît dans le thriller politique français Roubaix, une lumière. Oui. Bah oui. Ah, je l'ai pas vu, tiens, merde. Putain c'est dur. Oui. Je vais dire non, allez. Eh ben non, elle apparaît pas. Dommage. Je vous ai eu. Glenn Close apparaît dans Hook. Oui. Il y a. Moi, je vais dire oui aussi, allez. Vas-y dis non Bassem. Vas-y, je dis non pour faire crari. Bah, c'était vrai. L'anecdote, elle est connue parce que Glenn Close, c'est ce pirate avec une barbe qui se fait enfermer dans le coffre. Et elle est méconnaissable en pirate avec une barbe. Parce qu'en général, les femmes, ça ne porte pas de barbe. Est-ce que Paul McCartney joue dans Pirates des Caraïbes 5? Oui. Ouais, c'était juste pour te le rappeler, Owen, c'est tout. Bon, ça va, moi je déteste pas Pierre des Caraïbes 5. Le youtubeur Cyprien joue dans Rouler Jeunesse auprès d'Éric Judor. Oh, c'est plausible. On va Plausible dire oui. aussi. Ouais, plausible. Non c'est Mr V je crois. Alors, Mr. V est dans All Inclusive. Bah, il est en place publique aussi, mais c'est Et peut-être. dans non. Camping 3. Et dans Camping 3, c'est vrai. Non je dirais non moi. En vrai, ça peut être logique, hein. Je pense que oui. Cyprien il se respecte un peu je pense. Ouais, parce que Cyprien, il apparaît dans aucun film. Voilà. Même pas dans Le Manoir, là, le film là, où il y avait tout Je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Mais j'ai Ah jamais non, vu je crois Cyprien. pas, hein. J'ai jamais vu Cyprien faire un seul caméo. Ok. Mike Myers apparaît dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Attends, Inglourious Bastard. Mike Myers. Il a fait une suite. Non, mais Inglourious Je rigole, Basterds. je rigole. Attends, putain. Non. Non, je vois pas quel rôle il aurait pu faire en vrai. Oui. pour que ce soit ex aequo, je vais dire oui. De Bah, vous avez raison, les gars. Ah ouais, il joue Ah qui oui. Il joue qui Oh, il joue un général américain dans une scène random dans un Putain. bureau, mais il y est. Bah, il y a Léa Seydoux aussi, merde. Il a son plan sur lui. Et le dernier, Bruno Le Maire, apparaît dans la comédie politique avec Thierry Lhermitte, Quai d'Orsay. Oh, je l'ai vu, putain, merde. C'est une grosse merde, ce film. Ouais, je l'ai vu, mais est-ce qu'il est dedans? C'est pas Tavernier, non? C'est pas Tavernier. Si, c'est Tavernier. Tavernier, ouais. Ah, je sais plus s'il est dedans. Je pense que c'est faux. En vrai, je sais pas, parce que je sais qu'il y a, du coup, il y a Jospin qui a fait un caméo dans un des premiers films que t'as cité. Il y a Montebourg qui a fait un caméo pour Neuilly sa mère 2. Oui. Ah ouais? Donc, Oui. ouais. Moi je dirais vrai. Du coup, je dirais vrai aussi. Vas-y, je vais dire vrai aussi. Bande de suiveurs, et vous avez raison. C'est du temps où il avait encore les cheveux gris. Maintenant, ils sont blonds. Mais oui, et en plus, il a une réplique, hein, Bruno Le Maire, dans le film. Il serre la main à Thierry Lhermitte. Non, monsieur le ministre, voilà. Et il avait écrit ses romans érotiques à ce moment-là ou pas encore? Il a vraiment écrit des romans érotiques. Ouais. Effectivement, c'est Ouais. pas des romans érotiques, mais t'as des grosses scènes érotiques dedans. Ouais. Je dois lire ça. J'ai jamais lu un seul livre politique, mais si ça doit être un premier, ce sera celui de Bruno Le Maire. Ainsi se conclut mon jeu. Vous êtes moins souvent tombés dans le panneau que je ne l'aurais espéré, les gars. Maintenant. On a compris maintenant ta manière de faire les jeux. Bah ouais. Falloir changer, ouais. Falloir que je me réinvente comme Comme Coppola. Non. Fred, tu vas réinventer ta chronique qui en est à sa deuxième. Oui, ma deuxième chronique qui... Finalement, c'est un peu dur en fait, parce que quand on prend des films qu'on a oubliés, souvent on les a oubliés pour une bonne raison. Vous voyez Alors là, du coup, qu'est-ce que je prends aujourd'hui C'est marrant parce qu'il y a un film qui était un peu dans mon esprit et j'avais totalement oublié le titre. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé de Hulk,
C'était un film, donc voilà, je connaissais l'existence, je connaissais le titre, le réalisateur, etc. Là, ce film, je ne connaissais plus du tout le nom, plutôt le réal, ni même ce qui se passait presque dans le film, en fait. Et du coup, j'ai essayé un peu de chercher dans mes mémoires, et il restait quelques jours avant l'émission, et tout ce que je savais sur ce film, c'était que c'était des enfants qui étaient perdus dans une ville qui ressemblait à une ancienne ville de western, avec un slime vert, un truc un peu vert, un truc bizarre. Ils avaient perdu leurs parents et ils essayaient de les chercher. Et je vois Julien qui se dit, j'ai peut-être vu ce film. C'est pas Big City ou truc comme ça là? Non. Et donc j'ai mis ville western, abandonnée, enfant, slime vert, nanana. Je vais sur Google, je trouve un film et c'est pas ça, donc non, ça me dit rien, etc. Et là, je tombe sur une petite jaquette, un petit DVD qu'on peut acheter sur Amazon à 15€. Oh mon Je Dieu. vous rassure, je n'ai pas acheté le DVD. T'as pas retenu la leçon de la dernière fois? Non, toi je n'ai pas racheté le DVD, j'ai retenu la leçon. Et le film s'appelle Phantom Town. Je vois le truc, je me dis, attends, c'est le délire. C'est ce film, je l'ai vu, c'est vraiment celui-là. Donc je cherche un peu, le film est vraiment pas du tout disponible, à part sur le Prime Video américain. C'est un film de Jeff Burr, sorti en 1999, exactement. Et du coup, j'étais super content de le retrouver parce que je pensais vraiment que c'était un film mais perdu, quoi. Parce que je pense qu'on a tous des petits films et des petits trucs de merde. J'essaie encore de deviner comment j'ai pu voir ce film. Moi, ma seule théorie, c'est que en gros, moi, ma daronne m'achetait beaucoup les DVD dans les tabacs. Ça fait un peu... Non, mais je sais pas si vous voyez. Bah, Ta mère, elle a acheté au marché noir, mec. Elle a acheté au marché noir, elle a acheté partout, mec. Ça faisait partie des collections, le premier à 1€. Mais c'est exactement ça. Je pense que c'était, vous voyez, les petits trucs emballés avec un petit journal et un petit DVD. Et je pense que je l'ai décoté comme ça, ce film. Et donc, Jeff Burr, il est quand même assez connu. Il a fait quelques films de série B. Il a notamment fait le chapitre 3 de Massacre à tronçonneuse. Il a fait aussi quelques Puppet Masters. Je sais pas si vous connaissez les films qui sont vraiment super cool. Et donc voilà, il a fait un peu quelques petits films. Et en fait, voilà, le film qui s'appelle Phantom Town, c'était une sorte de film d'horreur destiné aux enfants. Des petits films qu'on montre aux gosses, quoi. Et donc j'ai pu revoir ce film. Et en fait, ce film, moi, m'avait marqué à l'époque. J'avais un souvenir assez traumatique, bizarrement. C'est que je me rappelle d'avoir ressenti un truc assez horrible quand on est enfant, c'est de ressentir l'abandon. Vous voyez, dans ce film, moi, de ce que je me rappelais, c'était des enfants qui étaient perdus, qui essayaient de retrouver leurs parents et qui étaient perdus dans une sorte de ville où personne n'était avec eux, quoi. Ils n'avaient aucune personne pour venir les aider. Et donc moi, je pense que ce film, je l'avais vu qu'une fois. Et je l'avais plus jamais revu. Et donc voilà, je me rappelais de ce truc-là, de ce truc un peu qui, moi, m'avait fait peur. Je pense que tout enfant qui voit un film où des parents abandonnent leur gosse, ça fait un peu peur. Est-ce que vous avez des exemples? Le voyage de Chihiro. Voilà. Exactement. Et j'ai marqué ça. Je me suis dit, putain, le voyage de Chihiro, le traumatisme, les parents se transforment en cochons. Tous les Disney, les parents crèvent. Donc il y a plein de petits films qui jouent sur ça. Et donc voilà, moi j'avais ce souvenir-là. Voilà, exactement. Et donc j'ai revu Phantom Town. Et je vais pas, non, je vais pas cracher sur le film. J'ai pas du tout craché sur le film, je trouve qu'il était assez mignon, mais du coup, voilà, effectivement, il y avait plein de trucs un peu chauds dans le film. Par exemple, ce que j'avais un peu oublié, c'est que c'est des reptiliens. Oula. En fait, voilà, je vous raconte l'histoire, pardon, excusez-moi. Bah ouais. Alors, du coup, l'histoire. C'est des gosses qui font une grosse siesta, ils ont tous 12 ans, mais ils sont en train de boire des verres dans une maison avec plein de petites lumières. Le grand frère joue de la guitare, il veut devenir une célébrité. C'est les années 90, quoi. C'est les années 90. Les parents appellent les gosses parce qu'ils sont en train de rentrer à la maison. Et en fait, ils se perdent dans une ville et le lendemain, ils ne sont pas rentrés à la maison. Donc les gosses commencent un peu à flipper. Alors je vous le dis, c'est un petit film. Les acteurs jouent super mal, mais ça donne un truc, ça donne un cachet au film. C'est mignon. Tu regardes le truc, tu te dis, oh, il est mignon, la petite là de 12 ans. Moi, c'est pas joué, mais c'est marrant, quoi, tu vois. Parce qu'à aucun moment, et je pense que c'est ça qui m'a fait peur dans le film, c'est qu'en fait, les gosses sont quand même dans une situation assez bizarre. Donc ils retournent dans cette ville, ils trouvent cette ville, et ils sont en fait perdus dans une ville qui est figée dans le temps, à l'époque western. Et donc ils tombent sur plein de personnes qui habitent cette vieille ville de western. Et en fait, ils se rendent compte que tous ces gens sont faits d'une sorte de slime vert. C'est-à-dire que s'ils les poussent ou leur coupent un petit truc sur la peau, il y a une sorte de liquide vert qui sort. Même les murs de la ville ont un liquide vert, donc c'est assez bizarre. Et en fait, à aucun moment, tu vois que les gosses ont peur. C'est qu'il y a un truc super bizarre, c'est qu'ils vivent des trucs assez traumatisants, ils cherchent leurs parents, ils tombent dans une ville figée dans le passé. Enfin, c'est flippant, quoi. Et en fait, les enfants n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ils savent pas jouer. Donc c'est ça qui est flippant. C'est de voir des gens qui sont totalement paumés et qui savent même pas réagir à ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, je sais pourquoi j'ai été traumatisé, j'étais content. Bref, et donc dans le film, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, ils cherchent leurs parents, ils comprennent qu'en fait, c'est des aliens dans une sorte de ville mystique. Quand on les pousse, il y a du slime vert qui sort de leur bouche, ils vomissent du sang rouge, du sang vert. En fait, c'est des reptiliens. Et en fait, ils retrouvent leurs parents, sauf que leurs parents, c'est des doubles reptiliens. Et donc, il y a une scène assez chelou où genre, t'as les parents qui sont là en mode « Ah, salut, on t'a retrouvé, etc. » Mais en fait, ils commencent à vomir du verre. Mais quelle enfance t'as eu, Fred? Ouais.
Ça te dit rien du coup, Julien? Non. Ah, ok. Non, moi j'avais un film, c'est juste ça se passe au western, il y a les parents qui disparaissent, du coup les enfants ils reprennent les rôles des parents dans la ville et c'était tout. Ah, c'est vraiment classe. Bah non. Je crois que ça s'appelait Big City ou un truc dans le genre. Il n'y avait pas de slime vert chelou. Non, mais c'est marrant, c'est que toute la ville est un slime vert en fait. Une matière un peu organique. Non mais tu me donnes envie de le voir, hein. Franchement je suis curieux parce que je me dis mais l'homme que j'ai en face de moi, tu vois, il a été forgé par ce genre d'expérience. Ouais. Et il faut que au fur et à mesure de tes chroniques, en fait, genre, on peut creuser dans les origines de ce que tu es, Comprendre ta psyché, Fred. dans ta pure essence même, tu vois. Non, mais voilà, donc ça m'a rappelé un peu mon enfance. Et le final du film, qui est un peu chelou, c'est-à-dire que du coup, les parents, ils retrouvent les parents, ils arrivent à tuer tous les monstres de la ville, ils retrouvent le chaman qui leur avait... Alors ouais, c'est vraiment cliché, c'est qu'en gros, cette ville, elle est sur un ancien cimetière indien. Le fameux cimetière indien. Voilà, non mais t'as un chaman qui parle presque pas, qui est une expression qui explique oui, cette ville est une ville fantôme. Non mais vraiment, et donc ils arrivent à sortir de cette ville avec les parents, et ils font la fête. Du coup, ils rentrent, c'est marrant, ils retournent un peu à la première séquence, quoi, c'est la fête, etc. Et donc t'as les parents qui regardent la soirée, la fête, qui se font un petit bisou. Puis un coup, il y a du slime vert qui coule de leur bouche. Puis ils commencent à vomir du slime vert. Et en fait, ils sont peut-être encore là, ils sont peut-être encore dans la ville, nanana. Un peu à la Silent Hill, je sais pas si vous voyez. Genre, ouais. Et voilà. Et ça se termine. T'es sûr qu'à la fin, c'est pas un rêve parce que là, sinon, il y aurait Non. tous les Alors clichés, vraiment, là. je vous jure qu'à la fin, ils se pécho. Donc ils sont à la soirée, les enfants kiffent. Et la petite fille voit ses parents se pécho. Elle est en mode ah, dégueulasse. Et puis ils commencent à vomir du truc vert et à la regarder en mode nous sommes des reptiliens. Tu faisais des cauchemars dans ton enfance, Fred? Beaucoup. Et puis ça se termine comme n'importe quel film des années 90-80. Freeze frame, non? Chaque enfant a une freeze frame et en mode oh mon dieu. Et c'est la fin. Après, il y a le générique et la petite morale à la fin. Attention, il faut bien traverser au feu Alors, rouge. j'avais oublié, mais en fait, non, le film se termine pas par ça. Parce que je pense que non, c'était faut trop. pas traverser au feu rouge. Hein. Jure-moi, il se termine pas. Too many cooks. Non, Too many cooks. ils ont voulu faire un peu à une sorte, je crois que c'est dans un film de la Hammer, où t'as une personne qui vient raconter le film. Je sais pas si vous voyez. C'est dans quel film je crois que c'est Frankenstein. Non. Un film où t'as quelqu'un qui sort d'un rideau et qui t'explique, voilà, vous allez voir un film d'horreur. Le Simpson Horror Show de 3. Oui, mais c'est tiré. Non, mais c'est tiré des films des années 30. Il y a quelques films qui font ça, mais même actuellement, j'ai le souvenir d'un film, ça s'appelait comment? Phénomènes paranormaux avec Mila Jovovich, où la toute première scène du film, c'est Mila Jovovich qui joue. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Il le dit bien. Tu le dis bien. Elle est face caméra, elle dit bon là c'est pas mon personnage, je suis Mila Jovovich. Ce que vous allez voir c'est un film, mais c'est tiré de je sais pas quoi. Ouais. Vaincre ou mourir. T'as deux historiens qui débarquent et qui te disent tu as vu Vaincre ou mourir ou pas? Non. Ah tant mieux. Ouais. Mais du coup là t'as exactement ça, sauf que c'est le jeune acteur qui joue mal et il a une petite lampe et il dit vous allez voir un film flippant. Mais voilà, donc c'était mon expérience de Phantom Town. Écoutez, oui, je suis peut-être bizarre à cause de ce film. Hein. Il regarde ça, il regarde dans le vide en mode oh, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, vous inquiétez pas, les chroniques ne seront pas que des films nuls. Enfin, je l'espère. Ça va dépendre. Je ne peux pas le savoir. En fait. Moi j'adore quand tu nous parles de ce genre de film. Bah ouais, petit film. Voilà, donc si vous voulez le voir et que vous avez un NordVPN, c'est dispo sur Prime Video américain. Ce podcast est sponsorisé par NordVPN. Exactement. Est-ce que vous savez c'est quoi un VPN? Le Joker ne parle pas de VPN, enfin je ne sais pas de quoi est constitué le Joker de Julien, mais promets-moi que ce n'est pas sur le VPN. Non, c'est sur Rhino Shield. Alors, le Joker. J'ai toujours deux façons d'aborder les Jokers. Soit je fais une sorte d'essai ciné, comme j'avais pu parler de la filmographie de Scorsese, ou la dernière fois de la filmographie de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn et Schwarzenegger en comparaison, ou des petits débats filmiques. Et c'est vrai qu'à force des Jokers qui passent, on fait de plus en plus de débats, et je trouve de moins en moins d'idées sur quel sujet aborder. Parce qu'on arrive toujours à aborder des sujets annexes pendant qu'on parle de films. Ce qui m'est venu à l'idée, ce que je me suis rappelé, en fait, ce que je vois tout le temps, notamment en particulier sur Twitter, même dans la vraie vie, c'est les fameux cinéphiles dont le film préféré est le film serbe de 3h30. Oh putain, les fameux. Le fameux. Et à partir de là, en fait, je me suis posé la question, est-ce que le cinéphile est condamné à être méprisant? Est-ce que le cinéphile, par nature, est méprisant? Méprisant et méprisé. Oui, méprisant et méprisé. Et à partir de là, je me suis dit aussi, dans quel angle, quand tu es cinéphile ou tu fais de la critique, enfin tu partages du cinéma, dans quel angle en fait tu fais cette médiation? Comment en fait tu transmets aux gens le cinéma? Est-ce que t'es obligé de passer par ce mépris, c'est-à-dire quelqu'un va te parler d'un film, j'ai beaucoup aimé le dernier Marvel, c'était trop bien, toi tu vas lui dire, comme tu pouvais le dire en parlant du Coppola, que justement t'avais toute une
une façon industrielle de faire le blockbuster depuis des années et que la personne va te dire oui mais si j'ai aimé, j'ai aimé, t'as pas à me redire mon avis. Est-ce que t'es condamné du coup à passer par le mépris? Est-ce que tu ne dois rien dire, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, voilà, je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Je pense qu'il y a une sorte de... Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, en plus on en connaît aussi dans notre entourage, on va pas dire de nom, hein, mais qui ont un certain mépris lorsqu'ils parlent à des personnes qui ont une culture cinématographique un peu inférieure entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Et je pense parce qu'il y a un peu cette logique de... Le cinéma, c'est comme tout autre art, il y a un aspect un peu élitiste. Faut avoir telle culture, appartenir à telle classe sociale. C'est un peu bourdieusien, si je puis dire. Pour vraiment apprécier un tel ou tel film. Et en gros, genre on peut ne pas... En vrai, je sais même pas comment finir cette phrase en vrai. En gros, voilà, tu veux dire que l'expérience que tu as forge forcément la façon dont tu vois un film. Exactement. Et que, il y a un peu ce carcan un peu élitiste, en mode, ça c'est du bon cinéma, ça c'est du mauvais cinéma. On ne peut pas éduquer les gens qui regardent du mauvais cinéma pour... je sais même pas où je vais en fait, putain. En fait, peut-être que ce qui se ressort surtout, c'est souvent quand tu es cinéphile, enfin, quand tu te prétends cinéphile, parce que c'est une prétention de se dire cinéphile, c'est que tu dois cocher certaines cases. C'est-à-dire que nous, on est souvent, il faudrait qu'on regarde plus de films de cette nationalité-là, ou de réalisatrices, par exemple. Et effectivement, il y a une sorte d'obligation intellectuelle à essayer, à s'intéresser, à aller voir tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment, le plus de choses diverses et possibles. La condescendance cinéphilique, c'est un peu la mauvaise approche du cinéphile, parce que pour moi, un bon cinéphile, c'est surtout quelqu'un qui te donne bien envie de regarder autre chose, de découvrir des trucs, quoi. et qui te donne envie avec bienveillance. Parce que c'est pas en disant voyons, tu n'as pas vu ce film coréen de 2002, quelle honte. Si t'as pas vu Old Boy, t'es pas un vrai cinéphile. Ça, c'est une grosse merde. C'est même pas un vrai cinéphile, c'est juste une grosse merde qui veut se donner, genre quelqu'un qui te donne juste paisiblement envie de voir quelque chose qui te sort de tes habitudes. C'est juste quelqu'un de bien, hein. Soyez quelqu'un de bien. Moi, je pense que les cinéphiles peuvent être assez méprisants parce qu'en fait, regarder un film, c'est s'investir dans un film, c'est aussi choisir un film. Il y a tellement de films qui pullulent depuis le début de la création du cinéma qu'en fait, c'est à toi de décider ce que tu vas voir et c'est à toi de décider comment tu vas te construire, en fait. Donc, un cinéphile peut être méprisant, car en fait, finalement, ce qu'il va regarder, ça va le définir lui. Voilà, et justement, le cinéphile n'aurait pas à être méprisant parce qu'il y a une telle diversité dans tout ce qui fait le cinéma que oui, tu peux t'intéresser à qu'un seul type de cinéma et pourtant tu peux te considérer comme cinéphile parce que tu t'y connais dans ce style de cinéma en fait. Et bien sûr, tu peux passer pour méprisant de l'autre côté en disant oui, tu connais pas ce truc-là, mais le cinéma est tellement vaste que bon, finalement, tout le monde pourrait s'y retrouver. Il n'y a pas forcément besoin de dire t'as pas vu ça, t'es pas un vrai cinéphile. Non, excuse-moi, c'est pas parce que j'ai pas vu. Je sais, je pense que ça pourrait être un joker d'ailleurs. Les gros films, les grands classiques que nous on n'a pas vus. Genre, je sais qu'il y a des films que j'ai pas vus, que vous limite tu ne verras jamais de ta vie. Et peut-être que je ne verrai jamais de ma vie, mais est-ce que pour autant ça en fait de moi un mauvais cinéphile, si ce n'est que ça existe un mauvais cinéphile ou un bon cinéphile? Même le plus grand des cinéphiles aura toujours des manquements. Hein. Ah oui, c'est un fait. Et en plus, en fait, qui sommes-nous pour juger les goûts des autres? Il y a un peu ce côté, on sait pas ce que la personne a vécu lorsqu'il a vu tel ou tel film. Peut-être, je sais pas, il a rencontré quelqu'un, peut-être, je sais pas, ça lui a parlé profondément dans son esprit. On sait pas ce qu'une personne a traversé comme expérience lors d'un visionnage d'un film. Donc, c'est compliqué de juger, surtout avec mépris. Parce que t'as pas vu, tu préfères, je sais pas, Marvel, je dis ça vraiment avec deux trucs extrêmes, Marvel, et que t'aimes pas Tarkovsky, quoi. Moi, je pense que je suis peut-être un peu méprisant sur certains aspects. C'est les gens qui me disent qu'ils sont cinéphiles alors qu'ils regardent effectivement tous les gros blockbusters et qui regardent que ça. C'est peut-être ça un peu qui m'énerve parce que, comme je vous le dis, c'est donner de son temps, quoi. C'est énorme en fait de regarder des films, de regarder du Happy Chapong pendant je sais pas combien de temps de sa journée et tu vois, donc je peux comprendre ceux qui sont méprisants, qui veulent pas être mélangés avec ceux qui ont pas peut-être cette même vision du cinéma. Je trouve que je suis assez d'accord avec l'idée de Fred quand il parle d'investissement. Et c'est vrai que sous le mot du mépris, j'ai l'impression qu'on peut vraiment différencier deux types de personnes. T'aurais ce type de personne-là qui va justement te mettre en avant, on peut dire du blockbuster, mais en fait du film grand public ou du film très simple d'accès, c'est-à-dire du pur film de consommation, c'est-à-dire pas du film où tu vas chercher peut-être une forme artistique, vraiment du pur divertissement, mais au sens vraiment basique, hein, parce que tu peux avoir des films qui ont un objectif divertissant, je pense aussi Matt Spielberg, mais qui est d'une grande richesse, par exemple. Et donc tu aurais du coup ce côté-là de la personne qui te dit ne me juge pas, ne juge pas mes goûts, etc. Mais en fait, ça revient à dire que toute la démarche de cinéphile, ça la réduit à zéro, parce que ça ne sert à rien d'aller voir des films, de s'intéresser à un art, de s'intéresser à quelque chose, si une personne peut dire non, moi si j'aime ça,
c'est plus important et c'est équivalent à tel film. Genre Marvel, je prends l'exemple de Marvel de manière très, très facile parce qu'on pourrait donner plein d'autres films qui sortent, ou Ma Comédie qui vient de sortir est du même niveau qu'un autre film. Il y aurait ce côté-là où là je serais plutôt d'accord avec Fred. Par contre, il y aurait une deuxième forme de mépris que là dont tu parlais, Owen, c'est-à-dire qu'une personne qui veut s'intéresser vraiment au cinéma, donc tu vas forcément commencer par des trucs plus grand public, des choses accessibles dès le début. Je sais pas, tu vas regarder peut-être un Fincher, un Tarantino, parce que c'est très riche et au début tu commences forcément par des choses comme ça. Enfin, moi c'est mes exemples personnels, mais c'est très dur. Tu vas pas commencer à t'intéresser au cinéma en regardant du Bresson, en regardant du Lynch, en regardant du Tarkovsky. Tu passerais à côté, c'est trop compliqué. C'est quelque chose qui se crée, qui s'entretient. Et évidemment, quand tu as quelqu'un qui arrive et que tu as envie de parler de cinéma et que la personne te rabaisse d'un coup parce que tu as vu tel film, ça te donne tous envie de t'intéresser au cinéma. Et je pense qu'on passe tous à un moment dans sa cinéphilie par cette étape, vraiment cette étape du mépris, parce que tu te dis maintenant je connais tel niveau de film, je connais tel truc, tu as besoin peut-être de te sentir supérieur pour t'affirmer en fait dans ta cinéphilie. C'est peut-être un passage obligé. Hein. Ouais, c'est le petit passage du tu entres en fac où tu as 19-20 ans. Là en fait on parle beaucoup de cette histoire de voir des films divers et variés, le plus de films. Mais moi, par exemple, je préfère voir moins de films, mais réfléchir vraiment à ce que je regarde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent cinéphiles, ou en tout cas, ils disent qu'ils aiment beaucoup les films, et tu peux aimer beaucoup de films et consommer beaucoup de films. Mais en fait, ça m'intéresse pas, par exemple, de m'enchaîner 3 films d'affilée sans vraiment m'arrêter un petit peu et me dire ok, qu'est-ce que le film vraiment il m'a inspiré. Et il y a une période quand j'étais au lycée, tous les films que je voyais, j'en faisais une critique sur Sens Critique. Et bon, maintenant quand je lis ces critiques là, bon, elles sont très Elles sont lycéennes. Ouais, elles sont lycéennes, c'est le mot. Mais quand je m'arrête sur un film et que je prends le temps d'y réfléchir, justement, je trouve ça vachement plus enrichissant. Parce qu'il y a des films, par exemple, j'ai l'impression que même un peu de niche que je regarde, en fait, ça m'inspire rien et je suis mécontent de moi parce que c'est comme si je l'avais pas vu, en fait. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est intéressant certes, c'est intéressant de regarder des films un peu plus deep, je sais pas, genre à la Gérard Courant et tout, tu vois, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est important quelquefois de se poser aussi, de réfléchir sur le film. Et c'est ce qui d'ailleurs te fait développer ton goût aussi. C'est important. Si tu regardes des films à l'appel comme ça, sans prendre du recul sur ce que tu vois, genre ça sert à quoi Ok, t'as vu Tarkovsky, d'accord, mais genre est-ce que t'as compris ce qu'il voulait faire? Est-ce que t'as compris son propos, sa mise en scène et tout. C'est pour ça que j'arrive pas à dire que j'aime pas Tarkovsky, parce que jusqu'ici ça m'a pas touché. Et pourtant je continue de me dire il faut que je force, parce que jusqu'ici j'arrive pas à comprendre. Tant que j'ai pas compris, j'ai pas aimé. Et après en vrai, genre c'est pas grave si t'aimes pas tel ou tel artiste. De toute façon, le cinéma est tellement vaste que il y en a pour tout le monde. Tu peux aimer telle personne, tel artiste, tu peux aimer tel réalisateur, tu peux ne pas aimer tel classique. C'est pas grave, genre ça va pas te briser tes bases de cinéphile. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui sont pas cinéphiles, mais qui sont des cinévores. Et les cinévores, ça peut soit être vraiment des gens passionnés qui arrivent à regarder plein de films en même temps, à les comprendre, à les réfléchir, ou sinon des gens qui juste regardent des films qui sont dispo, quoi. Moi, j'ai un peu ce modèle-là avec ma famille, c'est-à-dire que ma famille, ils vont jamais au cinéma, et pour eux, le cinéma, c'est Netflix, c'est Prime Video, c'est Disney+. Et donc moi, en fait, je crois que j'ai compté mes films, là, depuis que j'ai listé sur Letterboxd, je crois que je suis à 1200 films depuis que j'existe. Bon, c'est mimes, tu vois, mais je pense que si je prenais les films que ma grand-mère se mate tous les jours à la retraite sur Netflix, mais je peux te dire qu'elle est à 2000, 3000 films. Et ma grand-mère, elle regarde pas que des petits films Netflix aussi, elle aime regarder des petits films, des petites productions chinoises de karaté, être des trucs, elle a ses délires. Et du coup, en même temps, je suis pas méprisant avec ces gens parce qu'en fait, pour eux, ils le consomment, le cinéma. C'est juste de la consommation et puis ciao, et voilà. Mais moi, j'ai toujours une petite étincelle dans les yeux quand je parle à des gens qui, en fait, savent pas trop ce qu'ils ont vu, ils savent pas le théoriser, mais ils l'ont vu au moins. C'est aussi pour ça que j'avais toute cette question qui suivait sur des transmissions. Et par exemple, on parle dans DCP de films moins connus. Récemment, quand on parle de Love Lies Bleeding, par exemple, c'est du film de genre, c'est plus de niche. Et en même temps, on parle du Comte de Monte Cristo. Et le Comte de Monte Cristo, en plus de ça, on l'a apprécié. Mais moi, perso, je suis très content de savoir que des gens qui ne vont pas spécialement au cinéma puissent se retrouver devant ce film-là. Et évidemment, c'est clairement pas le chef-d'œuvre du siècle, c'est pas le film qui te fait réfléchir à la profondeur de l'existence, qui te fait réfléchir à l'art même cinématographique. C'est un film grand public, mais c'est très bien, il faut ce genre de film. Là, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Fred. C'est que nous, on se considère comme cinéphiles, en tout cas, on aime beaucoup les films parce qu'on aime beaucoup les films et que c'est une obsession quotidienne qu'on a avec. Alors qu'il y a des gens, juste, c'est que du cinéma. En fait, nous, on choisit ce qu'on regarde. Non, oui. ce que je veux dire, c'est que genre, on apporte un intérêt particulier parce que ce sont des films et qu'on aime le film, le principe de regarder un film, alors qu'il y en a, quand ils regardent un film, ils ne font que regarder un film parce que ce n'est que du cinéma
et qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. Nous, ça fait partie des choses les plus importantes de notre vie, le cinéma, en fait. C'est ça la différence. Ouais, bien sûr, parce que on a parlé du temps, de l'investissement, mais la plupart des personnes random n'ont pas le temps. Hein. Quand ils voient un film, ils le voient après une journée de travail, ils sont fatigués, tout et tout, ils ont la flemme de Mais réfléchir. moi aussi, genre je fais plein d'autres choses en plus de regarder des films, et c'est juste que le film occupe plus de temps de penser parce que c'est ce qui est Bien sûr. important dans ma vie. Bien sûr. Pour quelqu'un, c'est autre chose. D'autres, ouais, genre, d'autres, genre, c'est autre chose. Voilà, il y en a, ils se contentent du film du dimanche soir sur la 1 ou la 2, et puis basta, quoi. Du coup, aucun de vous n'a un film serbe de 3h30 dans ses films préférés. Et voilà, et justement, je voulais revenir sur le truc dans l'autre sens inverse. Pour boucler, voilà. Non, mais pour reprendre le truc ferme dans la le sens boucle. inverse, ça peut paraître un peu méprisant dit comme ça, mais ces connards qui pensent que les cinéphiles, c'est que des mecs qui aiment les films serbes de 3h30 en noir et blanc, en 1.33, etc. Alors qu'on Faut préfère arrêter. les films roumains, sérieux. Voilà, d'une part, et d'autre part, je suppose que tu demandes à n'importe quel d'entre nous, déjà autour de la table, et même à toutes les personnes qu'on connaît, qui se considèrent comme cinéphiles, qui ont fait des études de cinéma, je ne pense qu'aucun te cite dans ses films préférés un film yougoslave de 3h30 en noir et blanc, 1.33. En vrai, je suis désolé, mais moi, c'est un peu le cas. Ah, pardon, Après, non, c'est- mais je c'est savais pas. Non, non, t'inquiète. Mais genre, en fait, après, c'est un film en couleur, c'est Darkman. Après, c'est un film, je sais pas si c'est russe, enfin, je sais que c'est un film d'Europe de l'Est. Et que j'ai trouvé incroyable. Je pourrais même pas vous rappeler le nom du réalisateur parce qu'il a pas réussi à rentrer dans mon crâne, vu comment il est difficile, mais par contre, c'est un Darkman, je vous le conseille très fort. Adikan Yerzanov. Voilà. Alors, certes, voilà, mais c'est pas pour dire que tous les cinéphiles sont comme ça. Ah non, bien sûr. Voilà. 1h50, ça va, c'est pas 3 heures. Ça va, non, ça va, c'est pas 3 heures d'hyper-réalisme où il y a juste quelqu'un qui tourne en rond dans une pièce vide. Non, mais en fait, c'est l'image qu'on a Voilà. du cinéma de Bellatar, c'est juste ça. en C'est fait. ça. Ou de Ackerman. Voilà, ou de ça, mais c'est juste putain non quoi. Les gens qui sortent ça comme argument, moi je vous vois comme comme des connards en fait qui disent je veux pas jouer aux jeux vidéo parce que c'est une fille. Parce qu'il y a un aspect élitiste dans le cinéma. C'est genre, ouais, Oui. voilà. Bah, dans tous les arts, finalement, sûr. après. Mais de base, le cinéma, c'est un art populaire. C'est le seul art qui est vraiment populaire. Oui. Donc, c'est dommage de le laisser genre, dans un carcan un peu élitiste et tout. C'est dommage. Je pense que le bon cinéphile, peut-être qu'il veut essayer de faire découvrir à d'autres gens des C'est films ça. qui vont pas découvrir, et donc certains vont peut-être mal le prendre parce qu'ils vont se sentir en dessous. Non, mais après, voilà, il y a le bon cinéphile, tu vois. Il voit un film, Ils le regardent. il le regarde, et le mauvais cinéphile, il voit un film, il le regarde, mais C'est mauvais ciné. vas-y, il le regarde mal, quoi. C'est un mauvais Je pense qu'il cinéphile. faudrait dire à tous les cinéphiles très méprisants, bah, vendez mieux vos films en fait. Vendez-les à des gens qui ont effectivement peut-être pas les mêmes codes que vous, qui n'ont pas encore acquis ce que vous avez, mais peut-être que plus tard, bah, ils vous remercieront que vous ayez conseillé un film comme ça. Sans être méprisant. Moi d'ailleurs, c'est ce que je fais, hein, parce que j'ai beaucoup de potes qui n'ont pas une culture cinéma, qui regardent vraiment les films, comme tu l'as dit, Jérém, du dimanche soir sur TF1. Et après, je leur fais découvrir des films et genre ils adorent, et il n'y a pas cet aspect méprisant et tout. Je les considère comme des sous-personnes entre guillemets parce qu'ils ont pas la culture cinématographique que j'ai, mais genre c'est pas. Il n'y a pas bord d'homme quoi, genre C'est ça. ils aiment ce qu'ils veulent. Soyez les parents cinéphiles de vos amis. Moi, j'ai mon Ouais. meilleur ami, il dit des fois cinéphile, bon, je le regarde un peu en mode mec. Il vient le cinéma, mais t'abuses quand même. Mais on se fait des séances. Moi, je lui dis, mec, j'ai vu ça. Il me dit, ah putain, trop chaud. Il a pris la carte UGC récemment. On va voir des films tous les deux. Récemment, en plus, c'est un peu mis dans des études un peu plus de cinéma. Donc, tu vois, moi, je suis super content. Je l'accompagne. Et lui aussi, des fois, il me dit, ah, bah, j'aime trop ça. Et puis, on se rejoint sur des films un peu grand public. Tu le qu'on kiffe. guides. Voilà. On guide ses amis. Guidons bien, avec Bien bienveillance. sûr. Et tant que vous êtes passionné, vous allez transmettre votre passion à d'autres personnes. C'est le plus important. C'est pour ça que c'est ça que j'ai apprécié l'idée qu'on fasse des CP, c'est que je savais qu'on allait parler certes de films grand public, mais qu'on allait aussi parler de films un peu plus de niche, un peu plus méconnus. Et c'est le but de l'émission pour moi, c'est que déjà, bon, d'une part, c'est que vous sachiez ce qu'on pense des films de l'actualité, mais également que grâce aux discussions qu'on peut avoir, vous découvrez de nouveaux noms, de nouveaux artistes, de nouveaux auteurs, de nouveaux films à voir. Et c'est pour ça que je suis très heureux de faire cette émission avec vous, messieurs. Finalement, je crois que je vais dormir dans son lit ce soir. Hein. Ah, c'est beau. C'est L'amour mignon. du cinéma nous réconcilie. Mais Méga Plus, c'est de la merde. Non, non, après, Ouais, ça va. Non, Ça, je le abuse maintiens. pas non plus. Hein. Ça, je le maintiens. Bon, avant qu'on s'assassine, à qui vas-tu donner le Joker, Julien? Oui, je dois donner le Joker. Avant moi, c'était Fred. Oui. Je le donne à Owen. Ouais. Enfin, le Joker sur les cheveux qu'on attend depuis le début. Vous le voulez vraiment, le Joker Non, sur mais les je rigole. cheveux? Non, tu m'emmerdes avec tes cheveux. Oh. Bon, les gars, ainsi se conclut cette émission. Bassem, c'était Merci. cool de t'avoir avec nous. C'était super, j'ai vraiment kiffé. Hein. Tu Ouais. reviens quand tu veux. Je rappelle que l'émission, vous pouvez la trouver sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur X, sur TikTok. On vous fait des grosses bises et on se voit dans 2 semaines. Ciao. Salut. Ciao.